Merci pour votre constante fidélité à Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Ils vont bientôt retourner dans leur pays en Côte d'Ivoire. C'est l'information qui a été donnée par l'Association des réfugiés ivoiriens au Mali au cours d'une cérémonie de remerciement à la Direction générale de la protection civile du Mali. Clôture de la formation des formateurs prédicateurs de l'association Ansardine. 150 prêcheurs ont désormais acquis les différentes techniques pratiques de débat dans les diffusions de l'islam. C'était le jeudi 17 mai au siège de l'association en présence du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara, Ousmane Sogoré et Baba Keïta. Initié par le Comité national des prêcheurs CNP, et le comité exécutif national de l'association Ansardine, cette formation de 3 jours avait pour objectif d'accroître et de renforcer la connaissance des prédicateurs en vue de les adapter aux différentes techniques de prêche dans la diffusion d'un islam pacifique, religion du juste milieu. Cette initiative vient de l'objectif de l'Ansardine même. Dans l'objectif de l'Ansardine a objectif pour diviser l'islam comme une religion de paix et la tolérance. Et faire diviser l'islam, comprendre l'islam, ou enseigner les gens par formation et information. C'est pour cela qu'on a appelé les prédicateurs et les prêcheurs de l'Ansardine et les ulamas de l'Ansardine de le faire former pour qu'ils puissent diviser ou puissent lancer l'islam comme notre guide Chérif Ousmane Madan Aïdara avait dit. Et notre rencontre était sur formation, c'était pour former les prédicateurs et les prêcheurs d'Ansardine. Donc pendant 3 jours. On a commencé la formation le dimanche passé. Aujourd'hui, on est dans le mercredi soir. Donc, on doit finir aujourd'hui. Donc, grâce à Dieu, ça s'est très bien passé. Les formateurs, ils étaient très contents. Les prédicateurs aussi, ils étaient contents. Ça s'est très bien passé. Le fils de guide Chérif, il est venu nous rendre visite ici plusieurs fois. Il a participé avec nous aussi. On était très contents Mais les formations, ils étaient formidables. Ils ont très bien fait les formations. Ils ont enrichi notre mémoire. Ils ont enrichi notre connaissance. On sait que si on quitte ici, si on va chez nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est nous-mêmes maintenant qui connaissons ça. Vraiment, ça s'est très bien passé. Je suis très content, vraiment. Les participants se disent satisfaits de la réussite et des connaissances acquises au cours de ces 3 jours. On est très fiers d'avoir ce qu'on a appris ici. Surtout le thème que nous venons de faire en matière de jurisprudence et d'autres. Vraiment, on est très fiers par rapport à ces formations. Bon, nous demandons à tous les prêcheurs d'avoir du courage et du sentiment, de se lever et rechercher, de faire tout pour avoir la connaissance. Car on ne peut pas travailler sans avoir maintenant la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas travailler. Le guide spirituel des Ansar, après ses bénédictions, a ensuite exhorté ses disciples prédicateurs à la quête perpétuelle du savoir. La cérémonie a été sanctionnée par la remise d'attestations aux 150 participants venus des 43 sections de l'intérieur du pays. Des réfugiés ivoiriens au Mali, bientôt de retour dans leur pays. L'information a été donnée par l'Association des réfugiés ivoiriens au Mali. L'ARIM a organisé ce jeudi une cérémonie pour remercier la Direction générale de la protection civile du Mali, Khadija Kité et Mohamed Sidibé. La Direction générale de la protection civile, toujours au service de la population, a abrité cette cérémonie de remerciement. Organisée par l'Association des réfugiés ivoiriens au Mali, elle rentre dans le cadre du rapatriement volontaire de réfugiés ivoiriens dans notre pays. Selon le dernier recensement, ils sont environ 1300 Ivoiriens à avoir fui la crise de 2002 pour se réfugier au Mali. Concernant ceux qui sont rentrés, on a enregistré 370. Ceux qui doivent rentrer, en fait, le retour se passe par processus. Chaque personne qui veut rentrer vient déposer sa candidature pour rentrer. Mais le nombre, on le définit quand tout est déjà prêt. La prise en charge commence ici par l'UNHCR et la CNCR. Le candidat qui veut rentrer va faire le dépôt de sa candidature à la CNCR.
et le HCR prend cela en compte avec la CNCR. Et celui-ci, il rentre en Côte d'Ivoire. Et arrivé en Côte d'Ivoire sur place, il y a des structures qui se chargent maintenant de les diriger vers les micro-projets ou toute autre activité génératrice de revenus ou la réinsertion surtout. Le message que j'ai pour la protection civile, c'est tout d'abord merci. Merci pour l'assistance. Nous nous rappelons de leur secours en 2002 quand ils étaient aux frontières pour nous secourir. Et nos remerciements ne s'arrêtent pas seulement à la protection civile, mais à tous leurs partenaires, surtout au gouvernement malien à travers la CNCR. Nous saluons aussi l'UNHCR pour leur protection, l'assistance et aussi tous leurs partenaires. Lors de cette cérémonie, le directeur général de la protection civile a été décoré par l'ARIM. La cérémonie qui nous a réunis ici ce matin, c'était la cérémonie organisée par l'association des réfugiés ivoiriens au Mali. Ils étaient venus témoigner leur reconnaissance à l'endroit de la protection civile suite aux actions d'assistance et de secours que les sapeurs-pompiers les ont accordées dès leur arrivée sur le territoire malien. Donc un geste de reconnaissance vraiment qui nous a beaucoup réconfortés. Et nous, en retour, nous avons également exprimé toute notre disponibilité à leur côté en tout ce qui concerne l'assistance nécessaire, les secours nécessaires. Eh bien, c'est notre mission et nous le faisons avec toutes les déterminations requises. L'association a décidé de me faire une décoration. Vraiment, ce geste m'a beaucoup réconforté. Et c'est très symbolique, mais c'est très significatif. Donc ça nous encourage davantage dans nos opérations de tous les jours auprès de nos populations victimes d'accidents, de sinistres ou autres types de catastrophes. Au nom de l'ensemble de la protection civile, le directeur général a remis un présent à l'Association des réfugiés ivoiriens au Mali en guise de reconnaissance. La signature de pétition et la remise du rapport d'activité de l'ARIM ont mis fin à cette rencontre. Une force d'intervention rapide composée de casques bleus sénégalais sera prochainement déployée dans le centre du Mali. L'annonce a été faite ce mercredi par un responsable de l'ONU à Bamako. Plus de détails avec Kafouné Bachili. Une force d'intervention rapide composée de casques bleus sénégalais sera prochainement déployée dans les centres du Mali, où se sont multipliées depuis 2015 attaques et violences intercommunautaires, a annoncé mercredi un responsable de l'ONU à Bamako. Nous attendons le déploiement prochain dans le centre du Mali par le Sénégal d'une force d'intervention rapide pour faire face à la situation d'insécurité, a déclaré à la presse le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, qui effectue sa première visite dans les pays depuis sa prise de fonction. Au regard de la situation sécuritaire, a estimé M. Lacroix, la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, a un mandat robuste, mais il y a, malgré les efforts, un manque de capacité, a ajouté M. Lacroix. Nous avons bon espoir que, prochainement, un certain nombre de renforts arriveront qui permettront de pallier ces manques, a-t-il dit. Déployée depuis juillet 2013, cette force de l'ONU compte un peu plus de 12 000 militaires et policiers sur le territoire malien. Elle est la mission de maintien de la paix de l'ONU, la plus coûteuse en vie humaine depuis la Somalie en 1973-1975, avec plus de 90 casques bleus tués en opération. L'accord de paix est un processus qui évolue lentement, trop lentement sans doute, même s'il y a un peu de progrès réalisés récemment et qu'il faut encourager, a estimé Jean-Pierre Lacroix. Parmi ces progrès, il y a la mise en place des autorités intérimaires dans le nord, le début des patrouilles mixtes avec des perspectives qui s'ouvrent, a ajouté le diplomate onusien qui a eu des entretiens avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga.
Emmanuel Macron a présenté 22 ministres, des responsables de droite, de gauche, du centre et de la société civile ce mercredi 17 mai à 15 h. Le chef du gouvernement a pour mission d'obtenir lors des législatives des 11 et 18 juin prochains une large majorité présidentielle. Amadou Diara. Le gouvernement d'Emmanuel Macron est entré en fonction ce mercredi 17 mai, une nouvelle équipe qui comprend autant de femmes que d'hommes. Seule Sylvie Goulard a hérité d'un portefeuille régalien, celui des armées. Une parité numérique, mais pas une égalité de pouvoir. Le secrétaire général de l'Élysée a donc dévoilé la liste des membres du gouvernement d'Édouard Philippe, composée de 22 personnes, 11 hommes et 11 femmes, dont 18 ministres et 4 secrétaires d'État. Un premier gouvernement de la présidence Macron qui se veut fidèle à l'image de la récomposition politique promise par le chef de l'État. Dans l'ordre protocolaire, la première femme nommée n'arrive qu'en 4e voire 5e position si l'on prend en compte le Premier ministre. Les 5 dernières nominations, enseignement supérieur et recherche, outre-mer, sport, transport, affaires européennes, sont celles de femmes. À l'image de la place des femmes et des hommes dans le monde professionnel, la division du travail en fonction du sexe perdure. Les femmes demeurent sous l'autorité des hommes et les missions qui leur sont confiées sont complémentaires et non égales à celles des hommes. À l'exception de la ministre des Armées, Sylvie Goulard, les portefeuilles attribués aux femmes sont en effet liés au CAIR, Association de solidarité internationale, le soin de l'autre, la solidarité, l'enseignement, tandis que les ministères régaliens, c'est-à-dire l'intérieur, l'économie, l'armée et les affaires étrangères et la justice reviennent tous à des hommes, hormis l'armée. Ils sont associés aux qualités masculines de décision, de protection, de sang-froid. Ce gouvernement français s'inscrit donc dans le modèle traditionnel de la complémentarité entre les papas et les mamans, où les pères tranchent et protègent et où les mères demeurent les numéros 2. La composition du gouvernement s'inscrit ainsi en continuité avec un monde politique où les numéros 1 et les postes stratégiques sont en grande majorité occupés par des hommes, et ceci du chef de l'État aux adjoints aux finances dans les mairies. 80% d'entre eux sont des hommes, en passant par le chef du gouvernement. Avant de boucler cette édition, Khadija Kité nous fait le tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est en bref et en images. L'information a été rendue publique par la presse locale qui a consulté le récent livre blanc sur l'immigration rédigé par le ministère sud-africain des Affaires étrangères. L'exemption de visa devrait surtout concerner les voyageurs confirmés tels que les diplomates, les officiels, les chercheurs, les hommes d'affaires et les étudiants. L'idée est d'accueillir un maximum de migrants qualifiés originaires de toute l'Afrique afin de combler l'important déficit en main-d'œuvre auquel le pays est confronté du fait de la fuite des cerveaux. Officiellement, pourtant, le gouvernement sud-africain voudrait appliquer les recommandations de l'agenda 2063 de l'Union africaine défendu par l'ancienne présidente de la commission de l'UA. Visé par un mandat d'arrêt international pour génocide dans le Darfour, Omar el-Béchir, le chef de l'État du Soudan, sera bel et bien au sommet des dirigeants du monde arabe ce week-end. Son ministre des Affaires étrangères l'a confirmé mercredi, une rencontre à laquelle participera également le président américain Donald Trump qui devrait y prononcer un discours sur l'islam modéré. Alors que le ministre soudanais des Affaires étrangères saluait ce mercredi une normalisation des relations entre Khartoum et Washington, les États-Unis ont clarifié leur position sur la venue d'Omar el-Béchir à Riyad. État non signataire au statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale, l'Arabie saoudite peut en toute liberté accueillir le président soudanais. Le Maroc et le Nigeria ont officiellement lancé lundi à Rabat l'étude de faisabilité d'un méga-projet de gazoduc reliant les deux pays par la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Des responsables des deux pays ont signé un protocole d'accord au cours d'une cérémonie au Palais Royal de Rabat. Selon cet accord entre la compagnie pétrolière nationale nigériane et l'Office national des hydrocarbures et des mines marocains, l'étude de faisabilité du projet prendra 1 an. Ce gazoduc doit parcourir près de 4000 km et traverser une dizaine de pays pour à terme être connecté au marché européen, selon ses promoteurs qui y voient un modèle de coopération sud-sud. Il pourrait bénéficier à 300 millions d'habitants et changer le visage de cette partie du continent.
point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision.